Le directeur des ressources humaines fit glisser une lettre de démission sur le bureau, mon nom tracé d'une écriture parfaite que je n'avais jamais écrite. Elle était datée de 2 semaines plus tard, comme si j'avais déjà accepté de disparaître. Pas d'indemnité, aucun dossier, aucune trace de mon passage ici. Quelqu'un dans ce bâtiment avait falsifié mon départ, et si je ne les démantélais pas discrètement, je perdrais bien plus que ma carrière. Vous allez voir comment j'ai transformé leur piège en leur destruction. Avant de poursuivre mon histoire, d'où me regardez-vous? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Si vous aimez les histoires de vengeance intelligentes et calculées, dites-moi comment vous auriez réagi, car celle-ci va devenir chirurgicale. Croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. J'étais en train de rédiger un rapport sur les risques de conformité lorsque la directrice des ressources humaines apparut dans l'embrasure de ma porte, tenant une feuille unique comme s'il s'agissait d'un arrêt de mort. Sans dire un mot, elle entra, referma la porte et posa la page sur mon bureau. « Nous aurons besoin que vous confirmiez ceci », dit-elle d'un ton plat qui me fit immédiatement froncer les sourcils. Mon regard se posa d'abord sur l'entête. Démission volontaire, puis glissa vers la ligne de signature. Ma signature. Pas une imitation bâclée. Les points de pression étaient lorsés là, le V qui plonge légèrement, la légère inclinaison vers la droite qui n'apparaît que lorsque je signe rapidement. Chaque détail était le mien, sauf que je n'avais rien signé. La date était pire encore. 2 semaines dans le futur, un adieu préécrit que j'étais censé avoir accepté. La directrice des RH évita mon regard. C'est déjà scanné dans le système. Le service informatique désactivera vos accès le dernier jour. Vous pouvez prendre l'après-midi pour ranger vos affaires. Elle partit, sans attendre ma réponse, comme si mon accord n'était qu'une formalité. Je restais là, fixant le papier, le sceau de l'entreprise embossé dans le coin, réfléchissant à ce que cela signifiait vraiment. Une démission falsifiée n'était pas seulement une insulte, c'était un effacement total. Pas d'indemnité, pas de droit au chômage, aucun licenciement officiel à contester. Ce serait comme si j'étais partie de mon plein gré, effaçant 15 années de service et tout le capital professionnel que j'avais bâti. Mon premier réflexe fut de descendre voir les RH pour exiger des explications, mais la précision de cette falsification me disait que ce n'était pas un coup improvisé. Quelqu'un avait planifié cela, quelqu'un ayant accès à mon dossier personnel et une raison claire de me faire disparaître sans bruit. Et du bruit, c'est exactement ce qu'ils auraient si je bougeais trop vite. À la place, je glissais la lettre dans un dossier et la verrouillais dans mon tiroir. Je continuerais de sourire. Je finirais ma journée. Je leur ferais croire qu'ils avaient gagné. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de changer. Je n'allais pas me battre frontalement. J'allais trouver la main qui avait tenu le stylo, et quand je la trouverais, ils ne perdraient pas seulement moi. Ils perdraient tout ce qu'ils avaient essayé de protéger. La liste des personnes capables de monter un coup pareil était courte, et tout en haut figurait Miles Doran, directeur des risques d'entreprise. C'était le genre d'exécutif qui traitait chaque conversation comme une déposition, regard plissé, questions en cascade, toujours à la recherche de l'angle que vous ne voyez pas venir. Arrivé dans l'entreprise il y a 2 ans, il n'avait pas perdu de temps pour ériger une forteresse autour de lui. Son département avait accès aux dossiers du personnel, aux autorisations système et, plus important encore, au pouvoir de corriger les enregistrements sans demander la moindre autorisation. Je l'avais déjà vu utiliser ce pouvoir, modifiant discrètement des chronologies et enterrant des rapports qui mettaient là certains membres du conseil d'administration mal à l'aise. Ce n'était pas pour protéger l'entreprise, mais pour se protéger lui-même. Miles ne dépensait pas d'énergie sans y trouver un intérêt, ce qui signifiait que ma démission falsifiée n'était pas le véritable coup, mais la couverture. S'il était prêt à m'effacer de l'existence, c'est qu'il cachait quelque chose de bien plus grave, quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre que je découvre. Je me souvenais de la façon dont il m'avait regardé lors de la réunion d'audit du dernier trimestre, quand j'avais posé une question sur une réconciliation de données manquantes, une lueur d'agacement suivie d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Maintenant, tout s'éclairait. Il voulait me faire disparaître parce que j'étais proche, peut-être plus proche que je ne le pensais.
Cette idée ne m'a pas mis en colère. Elle m'a rendu prudent. On ne marche pas dans un piège quand on peut le contourner et poser le sien. Si Miles était le genre d'homme qui prospère dans l'ombre, alors je m'assurerai que la lumière le trouve. Je ne perdis pas une seconde à feindre la surprise devant qui que ce soit. Lorsque la directrice des ressources humaines me remit la démission falsifiée, je demandai une copie pour mes archives personnelles, la voix aussi neutre que si je parlais des horaires de la cafétéria. Une fois qu'elle fut partie, je glissai le document dans mon sac et continuai à travailler comme si de rien n'était. Ce soir-là, chez moi, j'étalai la feuille sur la table de la cuisine, sous la lumière du plafonnier, et commençai à la disséquer. Le modèle d'en-tête correspondait à nos formulaires RH internes, mais la taille de la police était décalée d'un demi-point. Un détail que l'on ne remarque que si l'on en a vu des milliers. Je scannai le document, supprimant le texte pour examiner les métadonnées. Le chemin de création du fichier pointait vers un identifiant d'appareil que je connaissais. L'une des imprimantes multifonctions restreintes du 19e étage. Ces imprimantes n'étaient pas accessibles au personnel ordinaire. Elles nécessitaient un badge provenant d'un membre de la direction ou de la conformité haut niveau. Cette liste ne comportait que 4 noms, et l'un d'eux était celui de Miles Doran. Les journaux m'en dirent plus que le simple identifiant de l'imprimante. Ils indiquaient l'heure exacte de production du document, à la seconde près, ainsi que l'identifiant du badge ayant permis l'impression. Celui de Miles. C'était suffisant pour nourrir des soupçons, mais un soupçon n'est pas une preuve. Il me fallait un lien clair entre ces actes et un motif capable de résister à un examen approfondi. Les falsifications existent pour de nombreuses raisons. Dissimuler l'incompétence, détourner le blâme, effacer des traces, mais je soupçonnais chez lui un motif de vol. En conformité, l'accès signifie l'opportunité, et l'opportunité attire la cupidité. Je fouillai les journaux d'accès système des jours entourant la création de la démission falsifiée. Le compte de Miles avait consulté plusieurs dossiers de contrats clients qui n'étaient pas de son ressort. Assez étrange déjà. Mais je remarquai ensuite qu'il avait extrait des fichiers archivés depuis un stockage hors site, nécessitant des codes de dérogation spéciaux. Même mes accréditations ne pouvaient-ils les ouvrir sans déclencher une alerte. Je ne tentais pas d'aller plus loin. Le secret pour battre quelqu'un comme Miles, c'est de le laisser croire qu'il est invisible tout en cartographiant chacun de ses mouvements. S'il me pensait inconsciente, il continuerait, et chaque pas serait un nouveau caillou que je pourrais utiliser pour le guider exactement là où je le voulais. Il ne s'agissait pas de le prendre sur le fait, mais de l'amener à agir de façon à s'incriminer, sans que je n'aie jamais à toucher quoi que ce soit. Je n'allais pas trouver le pistolet fumant. J'allais construire la pièce autour de lui et le laisser allumer lui-même l'allumette. Le lendemain matin, je veillais à ce que ma présence paraisse ordinaire. Café à la main, quelques bavardages légers dans la salle de pause, hochements de tête familiers au visage croisé dans le couloir. Miles se nourrissait de la lecture des tensions, alors je ne lui offris rien à déchiffrer. À la place, je préparai un appât. En conformité, certains intitulés de documents sont comme de la catnip pour les opportunistes. Ils promettent de l'influence, un avantage d'initié ou un raccourci vers la chute de quelqu'un d'autre. J'en créai plusieurs. Règlement fournisseur, confidentiel, projet de rupture client, note de litige non déclarée. Le contenu était inoffensif, juste un langage générique enveloppant des balises de suivi invisibles intégrées dans les métadonnées. Ces balises faisaient partie de notre sécurité documentaire standard, une fonction dormante que la plupart ignoraient. Mais si le fichier était ouvert ou déplacé, il envoyait une alerte silencieuse à notre système de surveillance interne, enregistrant l'utilisateur, l'appareil et l'emplacement. Je laissai mon poste de travail déverrouillé pour une pause café stratégique de 5 minutes en milieu de matinée. Ces fichiers bien visibles sur mon bureau. Depuis mon téléphone, à la cafétéria, je vis la première alerte, fichier ouvert depuis un nœud réseau restreint, 19e étage. Quelques minutes plus tard, une autre alerte, le même utilisateur téléchargeant le deuxième fichier sur un support amovible. Les journaux ne mentaient non pas, et le schéma était trop délibéré pour relever d'une simple curiosité. Miles ne se contentait pas de fouiner, il collectait activement du matériel qu'il croyait sensible.
Je ne touchais pas aux alertes et ne les signalais pas. La clé de ce genre de piège, c'est la patience. Chaque fichier qu'il prenait, chaque frappe qu'il effectuait, resserrait le cercle sans qu'il s'en rende compte. Je n'avais pas besoin de le traquer. Il suffisait de continuer à le nourrir, pièce irrésistible après pièce, jusqu'à ce que le poids de ses propres actes l'écrase devant les personnes qu'il redoutait le plus. À la fin de la semaine, les alertes dessinaient un schéma trop précis pour être une coïncidence. Miles ne se contentait pas de saisir des fichiers au hasard. Il visait des contrats liés à des clients de très grande valeur, ceux dont l'activité soutenait à elle seule les prévisions trimestrielles. Les journaux des balises révélaient quelque chose d'encore plus parlant. Dans les heures qui suivaient chaque téléchargement, ces fichiers étaient là transmis à une adresse IP située hors du pays, offshore. Ce n'était pas un travail bâclé, c'était une exfiltration délibérée, minutieusement programmée pour se produire en dehors des heures normales de surveillance. Il ne volait pas ces données pour les utiliser lui-même. Il construisait un dossier destiné à me faire passer pour la source de la fuite. Avec ma démission falsifiée déjà au dossier, tout donnerait l'impression que j'étais partie avec des informations sensibles sur des clients dans mes derniers jours. Pas de licenciement bruyant, pas besoin de prouver sa faute, juste un récit bien ficelé où j'étais la coupable. Cela expliquait la précision de la falsification, le choix des documents, la rapidité de ses actions. Il comptait sur le fait que je réagirais comme la plupart des gens dans ma situation. En protestant bruyamment, en attirant l'attention, en brûlant le peu de crédit qui me restait. Au lieu de ça, je ne fis rien. Pas de confrontation, pas d'accusation. Je le laissais croire que son plan était infaillible, car le moment où il se sentirait en sécurité serait celui où il oserait son coup, le plus audacieux. Et quand ce moment viendrait, ce ne serait pas à moi qu'il devrait rendre des comptes, mais à une salle pleine de personnes qui se moqueraient en bien de son ego, et ne verraient en que les dégâts qu'il aurait causés à leur profit. Les canaux internes étaient trop faciles à manipuler pour Miles, alors je suis allée là où son influence ne pouvait pas m'atteindre, l'assureur de l'entreprise. Nos polices comprenaient donc des clauses de violation si strictes qu'elles pouvaient mettre le conseil d'administration à genoux si elles étaient déclenchées. J'ai assemblé les preuves dans un dossier clair et factuel, journaux des balises, horodatage d'accès, métadonnées de l'imprimante et traces IP offshore. Aucune accusation, aucun commentaire, juste des éléments vérifiables prouvant que des données sensibles de clients avaient au non quitté le bâtiment sans autorisation. Je l'ai envoyé directement à l'équipe d'évaluation des risques de l'assureur. Une notification de violation signifiait une chose. La couverture était menacée et sans couverture, la politique de gouvernance du conseil imposait un audit externe immédiat. En 48 heures, des auditeurs étaient sur place, leur arrivée discrète mais déterminée, passant au peigne fin les systèmes et les journaux d'accès. Ils ne répondaient ni à Miles, ni aux RH, ni même au PDG. Ils répondaient au contrat. Je suis restée en arrière-plan, travaillant à mes horaires habituels, sans rien dire, observant les ondes de choc se propager dans les bureaux. Miles continuait de marcher comme s'il possédait l'étage, inconscient que le sol sous ses pieds se creusait. Tant mieux. Plus il s'enfonçait dans son plan, plus la chute serait dure lorsque ceux qui détenaient le vrai pouvoir décideraient qu'il était temps de le faire tomber. Les auditeurs se déplaçaient comme des fantômes, apparaissant dans les encadrements de portes avec leurs classeurs, réclamant des journaux d'accès, sortant des archives de leur stockage. La plupart des employés n'y prêtaient guère attention, mais Miles, lui, remarquait. Au début, c'était subtil, une prise plus ferme sur sa tasse de café, des coups d'œil par-dessus son épaule en réunion. Puis, vinrent les blagues manquées, les réponses sèches à des questions anodines. Il sentait le changement, même s'il n'en voyait pas la source. Je pris soin de le croiser une fois dans le couloir, lui adressant un sourire poli qui ne révélait rien. Les fichiers Zappa continuaient à déclencher des alertes et les auditeurs poursuivaient leur collecte. Ils pensaient encore que la menace était interne, quelque chose qu'ils pourraient bluffer ou enterrer. Il ignorait que les personnes disséquant ces actions ne travaillaient pas du tout pour l'entreprise.
Et au moment où il découvrirait pour qui elle travaillait réellement, elle serait déjà en train de lui lire les charges avec la même froide précision qu'il avait tenté d'utiliser contre moi. Quand la convocation arriva, elle était formelle et inévitable. Un bloc de calendrier intitulé Révision de gouvernance apparut dans ma boîte de réception avec l'emplacement de la salle du conseil et une heure de début, ne laissant aucune marge de préparation. Miles était déjà installé lorsque j'entrai, assis à la longue table polie, son costume impeccable mais le regard fuyant, comme un homme cherchant des issues. L'auditeur principal, un homme aux cheveux argentés avec le calme de celui qui avait déjà fait cela une centaine de fois, commença sans préambule. Nous avons conclu notre enquête sur des transferts de données non autorisés et sur la falsification de documents. Un écran s'allume derrière lui, affichant une chronologie d'activités, identifiant de connexion, nom de fichier, horodatage de transfert et adresse IP offshore. Chaque entrée portait le même identifiant utilisateur, Miles Doran. Les auditeurs expliquèrent comment les fichiers APA, inoffensifs dans leur contenu mais équipés de balises de suivi, avaient été consultés, téléchargés et transmis à l'extérieur. Miles se tortilla sur sa chaise, ouvrit la bouche pour parler, mais l'auditeur principal le coupa net. De plus, nous avons retrouvé un document imprimé, cette lettre de démission falsifiée, produit sur une imprimante restreinte avec votre badge. La lettre glissa sur la table vers lui, le sceau embossé captant la lumière. Je ne dis pas un mot, jusqu'à ce que l'auditeur se tourne vers moi. « Madame Harper, souhaitez-vous faire une déclaration ?» Je me penchai juste assez pour que ma voix porte. Seulement que j'ai toujours gardé mes comptes sécurisés, mon accès légitime et mon dossier irréprochable. Le reste, vous l'avez déjà découvert. La salle resta silencieuse, hormis le léger bourdonnement du projecteur. Finalement, la présidente du conseil prit la parole, sa voix tranchante comme du verre. « Monsieur Doran, vous allez remettre immédiatement vos identifiants. La sécurité vous raccompagnera hors du bâtiment. » Le visage de Miles se vida de toute couleur. Pour un homme qui avait bâti sa carrière à manipuler les ombres, être traîné en pleine lumière était le seul scénario qu'il n'avait jamais prévu. Lorsqu'il se leva, nos regards se croisèrent. Les siens étaient affolés, les miens imperturbables. Il quitta la salle, sans un mot, et pour la première fois depuis des semaines, je sentis l'air changer, plus pur, plus vif, comme si le bâtiment lui-même savait qu'un poids venait d'être levé. Miles ne revint jamais à son bureau. Lorsque je passais devant cet après-midi-là, les stores étaient tirés et 2 agents de sécurité emballèrent ses affaires en silence. La nouvelle se répandit vite, même si personne n'osait l'évoquer à voix haute. Plus tard dans la journée, le PDG me convoqua, son expression mêlant calcul et cordialité forcée. Il me proposa un règlement généreux. En échange de ma discrétion, je refusai. L'argent est temporaire. L'influence, elle, perdure. J'acceptai plutôt sa seconde offre, le poste qu'occupait Miles avec toute l'autorité qu'il avait autrefois utilisée contre moi. Depuis ce bureau d'angle, la vue sur la ville s'étendait à perte de vue, mais mon attention restait tournée vers l'intérieur. Je révisais les protocoles d'accès, mis en place une surveillance de conformité en temps réel et veillais à ce qu'aucune personne seule ne puisse modifier des enregistrements sans déclencher 3 niveaux de contrôle. La lettre de démission falsifiée fut rangée dans mon dossier privé, non pas comme un trophée, mais comme un rappel. La vengeance, compris-je, n'est pas toujours une question de réduire en cendres l'endroit qui vous a trahi. Parfois, il s'agit de rester, de prendre la place qu'ils n'ont jamais voulu vous voir occuper, et de s'assurer que le couteau qu'ils ont utilisé contre vous ne soit plus jamais à portée de main. Je n'ai pas seulement survécu à son piège, j'en ai fait ma fondation. Ils ont essayé de m'effacer avec une simple feuille de papier, mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils venaient de me donner le plan de leur propre chute. À cet instant, j'ai compris quelque chose que la plupart ignorent. Votre plus grand levier se cache souvent là où vos ennemis ne penseront jamais que vous regarderez. Cette expérience m'a appris que survivre dans le monde du travail ne repose pas toujours sur le fait de travailler plus dur ou de crier plus fort. C'est une question d'observation, de patience et de savoir quand agir.
Miles croyait que falsifier ma démission et me piéger serait propre, définitif et invisible. Il avait sous-estimé le pouvoir du silence maîtrisé. En résistant à l'envie de réagir immédiatement, j'ai pu observer, rassembler et frapper au moment où l'impact serait irréversible. Dans la vie en entreprise, le pouvoir ne réside pas toujours dans un titre, mais dans la capacité à contrôler le récit et le timing. La leçon morale finale? La vengeance ne signifie pas toujours destruction totale. Le but n'est pas de réduire tout en cendres, mais de s'assurer que ceux qui vous ont trahi subissent des conséquences qu'ils ne pourront pas effacer. Dans mon cas, cela a consisté à supprimer l'influence de Miles, sécuriser le système et m'assurer que personne ne puisse jamais réutiliser ces tactiques. Dans le monde du travail actuel, où la politique peut aller plus vite que les faits, la patience et la préparation peuvent être vos armes les plus puissantes. Documentez tout. Comprenez mieux que quiconque les systèmes qui vous entourent. Et lorsque quelqu'un tente de les utiliser contre vous, retournez cette force contre lui. Comment commencer? Dès aujourd'hui. 1. Sauvegardez votre travail et vos échanges importants en dehors des systèmes de l'entreprise. 2. Apprenez les politiques de votre société, surtout en matière de conformité, d'accès et de gouvernance. 3. Observez les habitudes des autres, surtout quand quelque chose vous semble anormal. 4. Ne révélez jamais tout ce que vous savez avant le moment opportun. Si cette histoire vous a fait réfléchir différemment à votre propre environnement de travail, partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vengeance froide et calculée et envoyez-la à quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce détient toutes les cartes.